Bonjour, c'est Cédric. Ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo sur le swing trading, j'ai pas fait de point marché parce que tout simplement j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle Bon Père de Famille. J'ai décidé de rouvrir les portes de cette formation uniquement pendant 24 heures, c'est-à-dire de dimanche aujourd'hui ce midi jusqu'à lundi soir demain. Et je vais commencer la vidéo par répondre aux questions qui m'ont été les plus posées par email et que j'ai pas traitées dans les vidéos. Et ensuite on fera notre point marché, donc swing trading sur les actions. On va faire un point sur les indices. Donc ça va être une vidéo qui est un petit peu longue, mais il faut ce qu'il faut. Donc ça débute tout de suite. Alors suite aux 3 vidéos consacrées au portefeuille Bon Père de Famille, je vous l'ai dit, j'ai reçu des centaines d'emails et il y a des questions qui sont revenues en permanence et que j'ai pas pu traiter directement dans les vidéos. J'ai répondu personnellement aux emails et là j'ai décidé de faire, les réponses pour que tout le monde puisse en profiter sur notamment, on a 13 questions qui sont revenues en permanence. Alors la première question, c'est pour appliquer la méthode du magicien aux mains d'or, faut-il un logiciel particulier? La réponse est non, il n'y a besoin d'absolument aucun logiciel. Pour ceux qui utilisent ProRealTime, on n'en aura pas besoin. On va simplement utiliser un lien internet qui va nous donner, qui va calculer ce qu'on doit calculer automatiquement et ça prend quelques minutes chaque mois. On peut même le faire d'un smartphone, c'est vraiment simplifié au maximum. La question numéro 2, c'est quels sont les supports d'investissement? Est-ce que c'est des ETF? Est-ce que c'est des trackers? Alors oui, c'est des ETF et les trackers, c'est pareil que les ETF, c'est 2 termes différents pour désigner la même chose. Les trackers, c'est tout simplement des produits qui reproduisent par exemple le cours de l'or, un panier d'actions, le cours des obligations d'État à long terme, à court terme. C'est simplement un produit qu'on achète comme une action et qu'on revend comme une action à tout moment. On peut entrer, sortir quand on veut dans les heures de cotation de la journée, c'est-à-dire entre 9h et 17h30 pour le marché français. Et voilà, c'est extrêmement liquide. Il y a des market makers en face qui fournissent le carnet d'ordre, donc il n'y a absolument aucun problème de liquidité. Ensuite, est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte titre? Est-ce qu'il faut que j'ouvre une assurance vie, donc un contrat d'assurance vie? Ou est-ce que je dois rester dans ma banque? Alors, en fonction de ce que vous allez choisir, de l'enveloppe fiscale que vous allez choisir, vous allez soit devoir ouvrir un compte titre, effectivement. C'est comme un compte bancaire, sauf que voilà, c'est dédié à la bourse. Ça vous permet d'acheter les produits financiers en quelques clics. Vous pouvez aussi ouvrir un contrat d'assurance vie pour bénéficier donc de la fiscalité. Ça fonctionne pareil qu'un compte titre pour l'achat-revente des trackers. Et ça s'ouvre en l'espace de 48 heures. Tout se fait en ligne, c'est extrêmement simple. De toute façon, quand vous avez des questions, vous avez simplement à contacter le courtier avec qui vous allez ouvrir le compte et il répondra à toutes vos questions. Ensuite, si j'investis par exemple 2000 € sur cette stratégie, dans combien de temps puis-je espérer avoir un rendement? S'agit-il de réinvestir les gains pour faire grossir son capital? Alors, si on investit 2000 € dans la stratégie, sachant qu'elle a un rendement moyen de 10% par an, 9,9% par an, ça signifie que, a priori, dans les prochaines années, il y aura un rendement de 200 € par an. Alors, si on réinvestit ces gains, les rendements on aura un effet boule de neige avec les intérêts composés, et c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de réinvestir les gains qui vont être générés pour pouvoir profiter des intérêts composés. Je vous renvoie vers les vidéos, j'ai fait tous les tests avec un calculateur d'intérêts composés. Et la vraie création de richesse, elle se trouve là. Ensuite, alors, fournissez-vous une facture? Oui, alors elle est générée automatiquement au format PDF dans votre espace de formation. Quelle est la différence entre le portefeuille rentier, le portefeuille père de famille et le portefeuille anti-crise? Alors, j'ai écrit un article spécialement dédié à cette question, puisque au final c'est un test de personnalité. Ces 3 portefeuilles répondent à des personnalités qui sont différentes. Anticrise, il sera davantage basé sur la peur d'un risque systémique. Si vraiment vous avez besoin de couvrir des problèmes de sortie de la France, de la zone euro, vous avez peur dans la pérennité des banques, vous avez peur, enfin voilà, en gros, le portefeuille anti-crise, il couvre toutes les problématiques liées à un risque systémique. Ça, si vous avez peur de ce genre de risque, orientez-vous vers le portefeuille anti-crise plutôt que vers un autre portefeuille. Le portefeuille rentier, lui, il est davantage axé sur des rendements plus élevés, autour de 15% par an, mais si vous n'êtes pas capable de subir moins 15% pendant certaines périodes sur votre capital, le portefeuille rentier ne sera pas fait pour vous et ce sera davantage le portefeuille père de famille qu'il vous faudra. Typiquement, moi, ce que j'aime bien
faire comme test pour savoir si vous préférez un portefeuille qui rapporte du 15% ou du 10% par an. C'est, voilà, disons que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 50 000 € et que vous voulez l'investir en épargne financière. Projetez-vous. Comment est-ce que vous allez réagir si quand vous regardez votre portefeuille chaque mois, vous voyez qu'il a perdu 5 000 €? Est-ce que ça va pour vous? 10 000 €. Est-ce que ça va pour vous? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à subir cette perte? Moins 15 000 €. Est-ce que ça va encore pour vous? Faites une projection comme ça. Une fois que vous avez votre seuil maximum de perte, et bien tout simplement vous le divisez par 2. Parce que dans la réalité des faits, vous ne serez jamais capable de perdre, de subir psychologiquement la perte qu'à l'avance vous vous étiez programmé à subir. Donc typiquement, si vous êtes prêt à perdre moins 15% de votre capital et pas moins 30%, ça signifie que moins 15% c'est déjà trop pour vous. Il faudra vous orienter vers une stratégie qui, dans la réalité, ne perdra pas plus de moins 7%. Si vous êtes prêt à perdre plus de moins 25% sur votre capital, effectivement, là, vous allez pouvoir vous orienter vers une stratégie de type rentier qui, là, dans les pires phases, va perdre moins 10, moins 15% du capital avant de repartir dans un rendement moyen de 15% par an. L'idée, c'est vraiment de comprendre la psychologie avec laquelle on évolue. Et si vous pensez qu'une perte de moins 20% sur votre portefeuille, vous allez pouvoir la subir, et bien dans la réalité, vous divisez ce montant par 2 et vous vous orientez vers la stratégie qui historiquement vous délivre des rendements intéressants sans pour autant perdre plus de moins 10%. L'idée, c'est pas d'abord se concentrer sur les gains pour ensuite voir ce qu'on va perdre, c'est d'abord de comprendre sa psychologie en période de perte pour pouvoir s'orienter vers la stratégie qu'il nous faut et on en déduit les rendements de cette stratégie. Mais les rendements de la stratégie ne doivent absolument pas driver en priorité notre choix vers une stratégie plutôt qu'une autre. C'est vraiment comment cette stratégie, elle évolue en période où tout va mal. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, il y a un article qui est plutôt bien écrit sur le blog et qui répondra, je pense, beaucoup plus précisément à ces interrogations. La question 8, alors j'ai mis la réponse directe ici. La stratégie est quasiment toujours gagnante depuis 40 ans. Comme vous le montrez sur vos graphiques. Or, nous sommes en train de vivre des événements historiques qui changent en ce moment le mode de fonctionnement de l'économie globale. On a des taux négatifs, une déflation, une stagflation générale, la démographie est vieillissante dans beaucoup de pays. Que ferez-vous si votre stratégie s'avère déficitaire à court ou moyen terme? Alors, la réponse que j'ai apportée à Julien, c'est: si tous les actifs du monde entier chutent, le portefeuille sera cash, c'est-à-dire qu'il sera non investi. Pourquoi? Parce que dans la stratégie du magicien aux mains d'or, justement, on se couvre contre ce genre d'événement. Aucun actif n'a réalisé de tendance en 2015, donc il est impossible de générer du rendement sans avoir une tendance. S'il n'y a pas de tendance sur les marchés financiers, on ne peut pas faire de magie pour le coup. Là, si on n'a pas de tendance, on ne peut pas créer de gains, surtout avec un portefeuille diversifié. Cela arrive fréquemment quand un changement de régime économique a lieu, c'est ce qui s'est passé en 2015. Toute stratégie boursière a des phases d'ascension, de stabilisation, et le meilleur moment pour entrer, c'est justement pendant les phases de stabilisation comme on a eu pendant l'année 2015. Chaque décennie, les facteurs de changement sont différents, mais les marchés, eux, codent depuis des siècles. Il faut une stratégie avec les bons postulats pour en profiter au maximum, et c'est le cas du magicien aux mains d'or. Alors effectivement, les postulats du portefeuille, ils vont permettre d'affronter n'importe quel type de régime économique. Donc actuellement, que la démographie soit vieillissante ou pas, que les taux soient en pleine explosion ou ils soient carrément négatifs, peu importe, le portefeuille, il a des actifs qui affrontent tous les cycles possibles. Donc l'idée, c'est pas de se dire est-ce que ça va, le cycle actuel il est différent des autres ou pas. On a eu tout type de cycle depuis plus de 2 siècles en économie et ce genre de portefeuille les affronte tous parce qu'il est basé sur des bons postulats. La question 9. Peut-on à la fois s'appuyer sur un compte titre et une assurance vie ou l'un ou l'autre? Alors, au choix, on peut choisir l'un ou l'autre avec la stratégie du magicien aux mains d'or. Et si on utilise la stratégie par SE, on peut utiliser un compte titre et une assurance vie en même temps. La question 10. Pour la partie action, peut-on s'appuyer sur un PEA? Oui, pour la partie action, on peut choisir un tracker qu'on met dans son PEA. Question 11. Le problème du compte titre, c'est la fiscalité sur les plus-values lors des mouvements. La fiscalité, elle est conséquente. Qu'en penses-tu, Cédric? Alors ça, je l'ai vraiment traité en détail dans la formation. Il faut savoir que même sur un compte titre, on a des
très gros avantage à pratiquer cette stratégie, même si on a une fiscalité qui est réelle. Il faut savoir aussi que quand on surfe sur les tendances, on va se retrouver plus d'1 an investi sur les actifs, donc la fiscalité va être aussi dégressive en fonction du pays dans lequel on vit, et en fonction des lois en vigueur. Mais plus on reste investi longtemps sur un actif, en principe, plus la fiscalité est dégressive, même sur un compte titre. Donc question 12 qui a été posée par Alexandre. Est-ce une bonne formation pour commencer? J'ai des lacunes de débutant au niveau du vocabulaire ou encore de comment faire. Est-ce que ta formation est pas à pas? Précises-tu en quelle proportion et donnes-tu une méthode pour savoir quelles actions acheter et quelles obligations acheter? Alors ma réponse ça a été oui, c'est une formation idéale pour commencer. Elle ne nécessite aucun vocabulaire ou aucune notion économique pour mettre en place le portefeuille. Je vous l'ai dit, je m'engage personnellement à ce que vous soyez opérationnel sur cette formation. Si vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre, vous m'envoyez un email et je vais voir ce qui a bloqué chez vous. Et si besoin est, je tournerai une vidéo et je la rajouterai dans l'espace de formation pour que toutes les personnes qui sont dans votre situation puissent en profiter et qu'elles ne rencontrent pas de blocage. Cette formation elle est faite pour que ce soit accessible à tout le monde, aux plus grands débutants en bourse comme à l'expert. Elle couvre des notions que même les plus grands experts en gestion de portefeuille vont être étonnés de découvrir, et j'ai rendu cette approche ultra simplifiée pour qu'un indépendant, un particulier qui a jamais investi en bourse puisse le faire. C'est vraiment, j'ai fait un travail à ce niveau-là qui est assez important. Donc la formation, elle est pas à pas, tout est expliqué précisément. Tu comprendras que c'est un système automatique, tu n'as pas de décision personnelle à prendre, ça c'est vraiment très important. Question 13, s'agit-il de vidéos, de documentation à télécharger et de cours en ligne? Oui, la réponse est oui, tout se passe en ligne, on a 10 modules à télécharger, des vidéos, des manuels, un fichier Excel, et on a une partie questions-réponses que j'actualiserai régulièrement dans la formation. Donc voilà, c'est tout pour cette série de questions-réponses. Si vous en avez d'autres qui n'ont pas été traitées dans cette vidéo ou à la fin de la vidéo 3, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je vous souhaite une excellente formation sur le portefeuille Bon Père de Famille et profitez-en pour prendre un nouveau départ avec la bourse. J'ai eu des témoignages assez catastrophiques de personnes qui ont perdu plus de 50 000 euros parce qu'elles n'avaient pas tout simplement de stratégie à mettre en place pour investir en bourse. Elles se sont lancées comme ça. La bourse, ça ne se pratique pas comme ça, on ne se lance pas comme ça, il faut vraiment des méthodologies, tout doit être cadré avec beaucoup de rigueur. Donc cette formation, elle va vous apporter tout ça, profitez-en, elle ne sera pas ouverte tout le temps cette formation, je ne vais pas la laisser en libre disposition sur le blog. En principe, je devrais peut-être réouvrir les portes dans 9 mois ou dans 12 mois, je verrai. En tout cas, je vous souhaite une excellente formation et on se retrouve juste derrière pour débuter ensemble la formation avec une série de 10 vidéos. À tout de suite. Allez, on est parti pour une analyse rapide sur les bourses américaines et européennes. Donc on fait un point marché. Le SP500 sur la gauche, on a le graphique en journalier. Vous voyez qu'on a la trendline de là qui supporte toujours la tendance haussière. On arrive aussi sur une zone de résistance. Ici, il y a pas mal de résistance et quand on est dans un range, on va toujours acheter le support. C'est pour ça qu'au mois de février, moi j'anticipais un rebond et que quand on aura atteint voilà le haut de ce range, cette zone-là, là je recommencerai à me poser des questions parce qu'on sera dans une situation de surchauffe. Donc si on est dans une situation de surchauffe et qu'on dessine un point d'inflexion comme une configuration de retournement et qu'on valide en cassant par le bas, donc avec une clôture en dessous, là on parlera de retournement de tendance et on ira à nouveau rechercher le bas du range. Vous voyez que pour le moment on est très loin de ce genre de scénario. Pour le moment on est toujours dans une dynamique haussière à court terme puisque c'est une dynamique de quelques semaines au sein d'un gros range. En hebdomadaire, vous voyez qu'on a la dynamique. Cette semaine on a simplement eu une pause, donc rien à signaler de particulier en dehors du fait qu'en hebdomadaire on voit bien que la zone de surchauffe, donc le haut du triangle, de cet énorme triangle, il est pas loin. Le Nasdaq maintenant. Le Nasdaq est dans le même genre de situation. En journalier, on a le beau trend haussier avec la trendline qui supporte le trend haussier. On a ici
courant janvier, début janvier, le gap qui va certainement servir d'objectif pour les haussiers. Donc ça va être la zone des 5000 points qui va certainement permettre de prendre les prises de bénéfices au sein de cet énorme range. En hebdomadaire, on a là eu aussi une simple petite toupie, donc une petite pause dans la tendance, donc rien à signaler pour le moment sur les indices américains. Sur les indices européens, je vais commencer par le DAX. Le DAX, lui aussi, comme les indices américains, il est haussier. On a la petite trendline. On a ici, début janvier, le gap baissier qui va certainement là aussi servir d'objectif pour pouvoir prendre tout simplement les premiers profits sur tous les acheteurs qui ont joué le bas de cet énorme range. Donc là, on est quand même relativement loin de la zone de surchauffe. En hebdomadaire, ce qui est intéressant de voir, c'est que la semaine dernière, on a clôturé au-dessus, mais avec un doji. Ça signifie tout simplement qu'on avait une indécision. C'est-à-dire qu'en début de semaine, on a ouvert là où on a clôturé en fin de semaine. Donc, c'était pas un signal très fort ici au-dessus du pivot. De même que cette semaine, on a clôturé en dessous du pivot. On a clôturé aussi à peu près sur les niveaux de là où on a ouvert. Donc, c'est pas un signal fort. On est simplement dans une période, dans une zone de range à très court terme autour de la zone de pivot ici en hebdomadaire. Donc là, si on venait à casser par le bas, on pourrait recommencer à anticiper une petite vague de baisse vers le support ici. Et si on recasse par le haut, on sera toujours dans notre scénario de hausse avec hop, ici, le gap qui a été ouvert en janvier comme objectif. Donc là, vous voyez que sur le Nasdaq, sur le DAX, on n'a pas grand-chose. On a simplement de l'indécision et à très court terme, on a la trendline qui supporte le mouvement. Maintenant, sur le CAC 40, il se passe quelque chose d'assez intéressant puisque contrairement à tous les autres indices, on a ici le pivot qui a été cassé. Alors pourquoi on parle de pivot? Tout simplement parce qu'on a été chercher cette zone à une reprise, deux reprises, trois reprises. Un pivot, il est marqué et défini quand on vient le chercher qu'on rebondit. On est venu chercher la zone, on a rebondi. On est venu chercher la zone, on a rebondi. On est venu chercher la zone, on a cassé la zone. Donc là, si demain on valide, on aura un petit peu de turbulence sur le marché français et certainement européen. Mais ce signal qui est unique parmi tous les autres indices, il n'est pas en alignement, on n'a pas une convergence de signaux sur tous les indices. Donc ça signifie qu'il n'est pas extrêmement pertinent. C'est lorsqu'on a des indices, des signaux de baisse sur tous les indices ces signaux se mettent en phase au même moment que là on peut commencer à s'inquiéter. Pour le moment, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir tant que sur les autres indices internationaux, les trendlines, elles supportent le mouvement en journalier et qu'en hebdomadaire, on n'a pas de signal de retournement. Donc, typiquement, là, l'analyse, c'est on reste acheteur à court terme pour toujours jouer le rebond sur les indices internationaux, à savoir qu'on va bientôt entrer dans une zone de surchauffe, notamment aux États-Unis, et que le retournement, il va falloir surtout le surveiller sur les indices US. Donc, mon sentiment de marché pour le moment, c'est qu'on peut continuer à acheter les plus beaux swing trades du marché, mais avec le bas de son échelle de money management. Par exemple, si vous évoluez entre 0,5 et 1%, vous tradez avec 0,5% de risque. Ça ne veut pas dire 0,5% de votre capital que vous allez investir, ça veut dire 0,5% de votre capital que vous allez risquer. Donc en fonction de la volatilité d'une action, ça peut être un investissement de 10%, de 20%, de 30% ou de 50%. Voilà. On va maintenant passer aux actions, donc aux opportunités. J'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines, donc on va faire un petit tour rapide. Allez, on est parti pour l'analyse des actions. Donc cette semaine, je vais vous présenter exactement 6 titres. On commence par le titre coté sur le marché allemand qui s'appelle FEV. Donc celui-ci, en unité de temps mensuelle, il est assez intéressant. On a donc une grande tendance. On a le premier run, ici on a notre premier pivot qui est en train d'être cassé ce mois-ci avec des volumes en augmentation en mars. En février aussi on avait les volumes en augmentation sans la cassure. Donc en hebdomadaire, quand on passe sur cette unité de temps, on se rend compte qu'on a eu notre cassure qui s'est effectuée la semaine précédente. Cette semaine, on n'a pas validé. Si on valide au-dessus des 15 €, en principe, on devrait avoir une nouvelle tendance sur cet actif. Il faut savoir que là, en hebdomadaire, la pattern est longue, donc potentiellement, la tendance qui va se mettre derrière aura aussi un rythme assez long dans le temps, sauf si on a un climax run, une accélération à court terme, ce qui a été le cas d'ailleurs sur une autre action que je vais vous présenter. Deuxième action, donc alors ici je vais repasser en journalier puisque maintenant dans les vidéos hebdo je laisse 2 unités de temps, journalier ici
et hebdomadaire à droite. Donc en hebdomadaire, on voit qu'on a un très joli run ici avec une grosse consolidation et le pivot qui est marqué ici. Je vais le mettre en gros en hebdo pour que vous voyez bien. Vous voyez que là, on a cette belle pattern avec le breakout qui s'est effectué la semaine précédente et les volumes. Cette semaine, on a simplement enregistré une petite pause. Donc, a priori, si on continue par le haut, ce sera la validation du breakout avec un potentiel scénario de trading, un plan de trade à mettre en place là-dessus. Le seul bémol de cette action, c'est que pour moi, il y a trop de volatilité avant le breakout. C'est aller chercher trop bas, vous voyez les mèches, etc. ici. C'est pas l'idéal. Ensuite, c'est UBN. Alors ça, c'est un trade hebdo qui est assez intéressant. Donc c'est un titre qui était très peu liquide. C'est toujours en unité de temps hebdo ici, hein. Au cours des années 2013, 2014, 2015, là on a eu un énorme rush de liquidité, donc les investisseurs ont commencé à s'intéresser à ce titre, ils ont accumulé le titre pendant toute la deuxième partie de l'année 2015 et tout le début de l'année 2016. On avait une très jolie pattern, très propre, vous voyez que les cours se resserrent bien avant le breakout, on a le breakout le 7 mars, donc une prise de position potentielle en hebdo, je vous l'ai déjà, de toute façon je vous l'avais présenté début mars ce titre, et en journalier. Donc on a eu ici potentiellement la prise de position là avec un stop, un stop loss ici ou ici, le R1 puisqu'on est toujours dans un range sur les indices, donc on prend rapidement une partie de ses profits, et vendredi dernier, voilà, on a eu une très grosse accélération. Vendredi ou jeudi d'ailleurs, je sais plus si... Tac tac, on est le 27, 26, 25, ça devait être jeudi. Alors je sais pas ce qui se passe, si on n'a pas les données en principe... Non, bah non, c'est ça, ça devait être férié. J'étais en plein mastermind là, à l'île Maurice. Pour ceux qui suivent le programme QLR R 4 de Cédric Anissette, vous aurez certainement des nouvelles de nous suite à ce mastermind. Donc je suivais la bourse le matin entre 6h et 7h, je faisais mon petit screening et je prenais ma douche et je me préparais. Donc vous voyez que pour suivre les marchés, on n'a vraiment pas besoin enfin voilà, il faut très peu de temps, et je me suis organisé moi pour faire ça le matin très très tôt avant les grosses journées de brainstorming et de mastermind. Autre titre, Acomo, donc Acomo côté sur Euronext Amsterdam, donc celui-ci aussi en journalier, on a le pivot qui a été cassé cette semaine, des volumes, ici on valide, la pattern n'est pas du tout tradable en journalier, on va passer maintenant sur de l'hebdomadaire. En hebdomadaire, vous voyez qu'on a au préalable un beau trend aussi, un beau momentum avec une accélération ici, on a consolidé. On a notre pivot qui est identifié ici. Pour moi, là, il y a encore trop de volatilité avant le breakout. Donc, je préfère rester à l'écart de ce genre de titre, même si ça peut être un très bon trade. Je préfère vraiment prendre la crème de la crème. Après, chacun fait comme il le sent, hein. C'est à partir du moment où vous prendrez la crème de la crème, vous effectuerez les meilleurs trades de l'année, mais vous en effectuerez beaucoup moins. C'est un choix personnel. Moi, mon choix, c'est de trader peu, mais de trader mieux. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner à tous ceux qui suivent ces vidéos et qui suivent mes formations. Ensuite, le titre Belli, B-E-L-I, coté sur Euronext Paris. Alors lui, il est carrément sur une unité de temps en mensuel. Je présente rarement des opportunités en mensuel parce que personnellement, moi, tenir des positions avec une unité mensuelle, ça veut simplement dire que je vais devoir rester longtemps investi sur l'action et que j'ai un manque à gagner avec cet argent investi par rapport à d'autres positions, d'autres opportunités qui vont se révéler fructueuses à plus court terme. Donc en mensuel, on a un beau trend, on a le pivot ici, resserrement autour du pivot et le breakout qui a lieu ce mois-ci avec une augmentation des volumes le mois dernier et l'augmentation encore des volumes ce mois-ci. En hebdomadaire, on a effectivement le breakout validé ici, donc il y a moyen de mettre en place un plan de trading ici. Il faut savoir que quand on a une large pattern comme ça, en général, le trend aussi va mettre du temps à se développer. Dernier titre pour cette semaine, ça va être Maroc Télécom, donc en hebdomadaire toujours. On a un fort trend haussier, on a cette pattern qui est extrêmement propre à mon sens. Comme ça se resserre. On a le breakout ici. On a potentiellement un plan de trade à mettre en place sur cette action. En journalier, la seule chose qui me dérange énormément, et pour moi en principe c'est rédhibitoire, c'est quand on a un fort gap. On a un fort gap qui est éliminatoire, qui enregistre tout le momentum de la hausse sur une seule séance et après ça stabilise. Or là, on a quand même un titre
qui est déjà fortement haussier. J'ai pas été voir ce qui s'est passé ici, mais la pattern est très très belle. Je pense qu'on peut faire une exception à l'exception avec ce cas de figure. Mais typiquement, quand vous voyez un énorme gap, derrière, vous mettez le titre à la poubelle et vous prenez pas de position. Là, c'est parce qu'on a vraiment quelque chose d'assez particulier. On a une très très longue pattern. On a les volumes qui reviennent ici pendant le breakout en journalier. En hebdomadaire, on a aussi le même genre de situation. Donc voilà, c'est un cas particulier, très particulier, mais il ne faut pas prendre ce que je vous dis là comme règle de trading en journalier, en hebdo. Donc voilà, c'est tout pour le tour des actions de cette semaine. Encore une fois, je vous rappelle que pendant 24 heures, les portes de la formation du portefeuille Bon Père de Famille sont ouvertes, profitez-en, il y a un règlement en plusieurs fois et je vais vous montrer vite fait à quoi vous allez avoir accès en vous inscrivant à cette formation. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez recevoir par email tout simplement un identifiant avec un mot de passe et un lien de connexion vers votre espace de formation et vous allez tomber sur tous ces répertoires. Il y a 10 répertoires, c'est en fait des parties des modules de la formation. Dans ces répertoires, vous allez avoir donc un fichier, une fiche, tout est écrit, donc c'est un manuel en fait, et il y aura une vidéo qui rajoute pas mal d'éléments autour de la fiche et qui vous aidera à comprendre tous les éléments supplémentaires de la fiche. Il faut aussi savoir que alors c'est dans la partie questions-réponses qui se trouve ici. Celle-ci, elle sera mise à jour régulièrement en fonction tout simplement les questions que mes élèves me poseront. Je mettrai ça à jour de manière à ce que tout le monde en profite. Donc pour vous inscrire, j'ai décidé de réouvrir les portes de la formation pendant 24 heures. Donc c'est juste ici, sur le lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire ici et il y a aussi un paiement en 2 fois sans frais que j'ai ajouté. Donc vous payez simplement la moitié maintenant et la moitié dans 30 jours pour pouvoir avoir accès à la formation. Je vous souhaite une excellente formation, on se retrouve derrière pour votre apprentissage et bonne semaine sur les marchés.